Monsieur Doucet, des bonnes nouvelles aujourd'hui annoncées aux gens de Montmagny. Je pense que comme tout le monde, on regarde ce qui se passe aux nouvelles, puis il y a bien des gens qui ont des craintes, notamment on va partir en élection aux États-Unis bientôt. Mais sauf que, selon votre perspective, c'est du positif qui nous attend malgré tout. C'est une économie mondiale qui est à son niveau d'un rythme de croisière, qui est somme toute adéquat pour une économie qui est dans sa 10e année d'expansion. Mais aujourd'hui, le message que je livrais à la Chambre de commerce de Montmagny, c'est de leur dire, vous êtes un poumon économique de la région avec un des taux de chômage les plus bas de la province et également au Canada. Si je reviens dans une dimension internationale, oui, actuellement, on a le virus de la grippe en Chine qui va causer un certain ralentissement à court terme, suivi d'une reprise en V, tout simplement, parce que ce que tu n'as pas acheté aujourd'hui, parce que tu es grippé, tu risques de le consommer demain. Donc, selon vous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ce qui se passe en Chine présentement? Je n'ai pas un risque actuellement d'une récession mondiale du fait que j'ai des politiques monétaires qui sont expansionnistes partout sur la planète aujourd'hui. Parlons maintenant de l'économie du Canada, parce que, comme vous l'avez dit dans votre conférence, on critique un peu l'endettement canadien du gouvernement Trudeau, mais au final, selon vous, c'est pas si mal que ça. L'endettement devient, somme toute, un investissement dans nos infrastructures. Puis quand on prend ça en considération, qu'on dit « je me finance à des taux d'intérêt qui sont relativement bas, avec un taux d'inflation qui est à 2 », le coût de ces investissements en infrastructure il est gérable d'un point de vue gouvernemental, mais aussi au niveau des ménages. Parce que souvent, on va entendre parler que le taux d'endettement des ménages au Québec est élevé à 155 et que le service de la dette va peut-être aller jusqu'à 10 à 12 du revenu disponible. Mais dans un contexte de plein emploi, avec des salaires qui augmentent, c'est gérable. Parlons-en du plein emploi, parce que vous avez avancé, je trouve, quand même des pistes de solutions concernant les pénuries de main-d'œuvre, à l'effet que les entrepreneurs devraient s'occuper un peu mieux de leurs employés. Et vous avez donné des exemples. J'aimerais vous entendre là-dessus. La pénurie de main-d'œuvre, elle est réelle. Il faut revenir à l'époque du baby-boom. En fait, beaucoup d'enfants à cette période-là. Ces gens-là arrivent en âge de retraite aujourd'hui, quittent le marché du travail et les générations qui ont suivi ont été moins nombreuses. Donc, je suis dans une situation de pénurie d'emploi. Ça va amener les entreprises à devoir en faire un peu plus pour garder un travailleur dans des conditions qui sont gagnantes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez amené la solution que lorsqu'on s'occupe davantage de nos employés, bien, on augmente la productivité. Pouvez-vous nous expliquer un peu le concept? Parce que pour certains, c'est difficile à comprendre. Un travailleur qui est heureux dans son emploi, il est productif. Il va avoir le goût d'arriver le matin, il va avoir le goût de travailler, de se réaliser à travers son emploi et de créer de la valeur ajoutée. Mais il faut encore que je sois dans une réalité où j'ai un travailleur aujourd'hui qui demande des conditions. Par exemple, un peu plus de souplesse, du télétravail, pour être capable de se réaliser à travers son emploi. Quand je dis ici réaliser, il est dans un contexte d'une jeune famille. Est-ce qu'un entrepreneur peut s'adapter à cette situation-là? La réponse est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où tu n'en as peu ou pas de main-d'œuvre pour combler des postes existants. Notamment à Montmagny, c'est un des challenges que vous avez, c'est de trouver cette main-d'œuvre-là. Bien, ça demande un entrepreneur qui va en faire un peu plus que s'il faisait. Dernière question davantage technique. Vous avez parlé du contrôle de l'économie par les banques centrales. Jadis, les banques centrales appartenaient aux États. Maintenant, à qui appartiennent les banques centrales? Les banques centrales continuent à appartenir à leurs États, mais certaines d'entre elles ont une grande autonomie, notamment la Banque du Canada, la Réserve fédérale américaine, que ce soit l'OCB, la Banque centrale européenne, ou la Banque d'Angleterre. Elles ont une autonomie avec un mandat tout dépendant. Au Canada, c'est un mandat de stabilité des prix. Aux États-Unis, c'est stabilité des prix et plein emploi. À qui appartiennent les banques centrales? Aux États. Mais c'est important qu'elles maintiennent cette autonomie-là et ne soient pas influencées par leur gouvernement dans une bonne gouvernance monétaire. Mais qu'est-ce qui a changé au courant des années? Pourquoi, justement, l'État ne peut pas avoir une mainmise plus directe sur leur banque centrale? C'est un débat de l'heure. C'est une des grandes questions qui est posée, notamment avec le président américain On parle de la Fed. On parle de la Réserve fédérale américaine, où le président Trump est sorti à plusieurs reprises demandant des taux d'intérêt plus bas. Mais le rôle d'une banque centrale, c'est d'avoir une vision 360 de son économie, mais également du monde, et se poser la question, est-ce que je dois avoir un taux directeur qui est aligné à un cadre politique X,
ou je dois l'aligner au cadre économique et financier qui répond à mes grands objectifs de stabilité des prix, donc 2 d'inflation, et de plein emploi. On est aux États-Unis. Comment va le marché du travail? Il va bien. On est au plein emploi. Le taux de chômage est un bas des 50 dernières années. L'inflation est à l'entour de 2 avec une banque centrale qui va la tolérer, cette inflation-là. Est-ce que j'ai besoin d'une ingérence politique? C'est la grande question, c'est la question de l'heure. Ça pourrait fragiliser un peu le système monétaire lorsqu'on a une intervention directe du politique. Effectivement, parce que la Banque centrale, lorsqu'elle prend une décision, elle devrait être hors politique. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui est le cas au Canada, ce qui est le cas aux États-Unis, mais effectivement, dans certains pays, on a une ingérence ou une influence politique. Vous avez parlé dans certains cas que la Banque centrale achetait le déficit ou la dette d'un pays. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir, exemple, au Québec ou au Canada? Ce que nous pensions impensable avant la crise financière de 2007-2008 est devenu pensable. Donc, OK. Pourquoi? Pourquoi? Prenons par exemple le Japon, qui était dans un état léthargique. Une vingtaine d'années avant la crise financière de 2007-2008, se retrouve dans une situation avec une population qui est vieillissante. Un peu comme ici. La problématique, elle est beaucoup plus accentuée du côté du Japon qu'elle peut l'être du côté du Canada ou du Québec. La Banque centrale cherche à dynamiser son économie, repartir son économie. Ça se fait avec des taux directeurs qui sont bas. Dans le cas du Japon, c'est un taux directeur qui est négatif. Puis c'est allé jusqu'à la Banque centrale va acheter la dette émise par le gouvernement. Est-ce que ça aurait pu fonctionner pré-2007-2008 dans un autre cadre, début des années 90? Je donne l'exemple du Canada qui a quasiment frappé le mur des finances publiques. Rappelons-nous à l'époque de Paul Martin, quand on a fait le ménage des finances publiques. À cette époque-là, une banque centrale n'aurait pas pu le faire sans en vivre les conséquences des investisseurs et des marchés financiers. Aujourd'hui, on se retrouve dans un autre contexte où sans cet apport des gouvernements et le coup de pouce de leur banque centrale, la stabilité économique ou la croissance serait peut-être plus lente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, un geste de la sorte peut permettre de relancer une économie comme on a connu au Japon. Tout à fait. Donc, la réponse, c'est oui, avec nos gouvernements qui mettent maintenant l'épaule à la roue pour dynamiser leurs économies. C'était d'ailleurs l'élément manquant jusqu'à tout récemment dans les grands pays. Et là, les gouvernements ont commencé, notamment en Europe, de mettre l'épaule à la roue pour essayer de eux aussi faire leur part, parce qu'une banque centrale, il y a une limite à ce qu'elle peut faire. Il y a une limite d'avoir un taux directeur à 0. Qu'il soit entre 0 et 2 à un moment donné, il faut que quelqu'un vienne aider la Banque centrale, et c'est le gouvernement avec sa politique fiscale et sa politique budgétaire. M. Doucet, ce fut fort intéressant. Merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci, bonne fin de journée.